La séance est ouverte. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui à 17h38 une motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot et 57 membres de l'Assemblée en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. En application de l'article 153 alinéa 4 du règlement, il est pris acte de ce dépôt. La motion de censure va être notifiée au gouvernement et affichée. La date et l'heure de la discussion et du vote sur cette motion de censure seront fixées par la conférence des présidents. Alors, l'ordre du jour appelle ce soir le débat sur le thème Palestine, Liban, le rôle de la France dans l'effondrement du droit international. Ce débat a été demandé par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. À la demande de ce dernier, ce débat se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure qui donnera lieu à une séance de questions-réponses. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à Madame Insaf Rezegui, docteur en droit international de l'Université de Paris-Cité, membre de l'association Juristes pour le respect du droit international, ainsi qu'à Madame Monique Chemillé-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université de Paris 7. Mesdames, bienvenue. J'invite ceux qui souhaiteront poser une question aux invités à s'inscrire dès à présent auprès de la direction de la séance. Je vais maintenant donner la parole à chacune de nos invités pour une intervention de 5 minutes chacune. La parole est à Madame Insaf Rezegui. Madame Rezegui, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président. Je vais me concentrer sur l'avis consultatif du 19 juillet dernier rendu par la Cour internationale de justice qui est riche d'enseignements. Elle traite d'une part des conséquences des politiques d'Israël en Palestine et des lois et mesures discriminatoires contre les Palestiniens, et d'autre part des incidences de ces politiques sur le statut de l'occupation et les conséquences pour les États, dont la France. Sur la première question, la Cour souligne le lien entre l'occupation d'Israël du territoire palestinien qui dure depuis 57 ans et sa politique coloniale en violation de l'article 49 de la 4e Convention de Genève, qui interdit à la puissance occupante de transférer sa population dans le territoire qu'elle occupe. Or, aujourd'hui, environ 800 000 colons sont établis en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, une augmentation de 220% depuis le début des années 2000. Cette politique coloniale, elle passe par l'implantation de colonies de peuplement, la confiscation des terres palestiniennes, l'exploitation des ressources naturelles palestiniennes au profit des colons, l'imposition par Israël d'un droit militaire aux Palestiniens de Cisjordanie, alors que les civils israéliens, le déplacement forcé de la population palestinienne et l'accroissement des actes de violence commis par les colons et les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens. Sur l'annexion, et c'est une nouveauté de la Cour, c'est-à-dire le fait pour la puissance occupante d'acquérir par la force le territoire qu'elle occupe et de l'intégrer au sien, pour la Cour, les politiques israéliennes que je viens de citer révèlent une volonté de contrôle permanent sur le territoire palestinien, car elles sont destinées à rester en place indéfiniment. En conséquence, pour la Cour, il y a aujourd'hui une annexion large d'une partie du territoire palestinien. Elle se prononce également sur la question de la discrimination, à savoir la notion de traitement différencié entre d'un côté les Israéliens et les Juifs non israéliens et les Palestiniens en Cisjordanie. Plusieurs discriminations sont visées par la Cour. Les permis de résidence qui sont octroyés, les Israéliens peuvent résider sans restriction aujourd'hui à Jérusalem-Est, tandis que les Palestiniens doivent disposer d'un permis de résidence qui peut être révoqué à la discrétion du ministre de l'Intérieur pour, je cite, manquement à l'obligation de loyauté due à l'État d'Israël. La situation des Palestiniens du reste de la Cisjordanie, avec l'interdiction de résider à Jérusalem-Est, les restrictions à la liberté de circulation avec des routes réservées aux colons et la présence de 565 obstacles militaires, la démolition de biens, etc. Elle se prononce également sur la question de la ségrégation raciale et de l'apartheid. L'article 3 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale stipule, je cite,
Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Or, pour la Cour aujourd'hui, les politiques sont à la fois physiques et juridiques entre les colons et les Palestiniens, et la Cour en déduit qu'Israël viole donc l'article 3 de la dite Convention. Pour la Cour, toutes ces politiques israéliennes entravent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et donc son droit à un État indépendant, car elles entraînent, je cite, des changements dans le caractère physique, le statut juridique, la composition démographique et l'intégrité territoriale du territoire palestinien. Ces changements manifestent donc une intention de créer une présence israélienne permanente et irréversible. J'en viens aux conséquences juridiques. La présence continue d'Israël en Palestine est un fait internationalement illicite continu qui engage sa responsabilité internationale. En conséquence, Israël doit mettre fin à sa présence dans le territoire palestinien dans les plus brefs délais, mettre fin aux politiques et pratiques illicites et réparer les dommages causés à la population palestinienne. Certaines des obligations qui sont violées aujourd'hui par Israël sont opposables à tous les États, dont la France. Parmi elles, celle de faire respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, ne pas reconnaître comme licite cette situation et ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation. Très concrètement, le 18 septembre dernier, l'Assemblée générale a adopté une résolution qui reprend cette décision. La France a voté en faveur de ce texte. Elle a donc des obligations juridiques. L'Assemblée générale donne à Israël 12 mois pour se retirer du territoire palestinien et elle impose donc à tous les États de s'acquitter de leurs obligations en favorisant la réalisation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, ce qui impliquerait la reconnaissance de l'État de Palestine, déjà reconnu aujourd'hui par 147 des 193 États membres de l'ONU. Certains États comme la France, qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine, ont pourtant donc voté en faveur de ce texte. Ce vote positif traduit la fragilité de la position française sur la question, car il est difficile de justifier en droit international le soutien à des résolutions adoptées par l'Assemblée générale tout en refusant de reconnaître un État de Palestine. L'Assemblée générale demande aussi aux États de faire la distinction, je cite, dans leurs échanges entre Israël et le territoire palestinien occupé, cesser la fourniture ou le transfert d'armes à Israël qui pourraient être utilisées dans le cadre de l'occupation et prohiber l'importation de tout produit provenant des colonies de peuplement israéliennes. Or, l'Union européenne ne le fait pas. Elle impose un simple étiquetage spécifique pour tous les produits importés des colonies. Je conclurai mon propos en citant la Cour internationale de justice. Je la cite. La réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris son droit à un État indépendant, coexistant dans la paix avec l'État d'Israël, contribuerait à la stabilité régionale et à la sécurité de tous les États du Moyen-Orient. Fin de citation. Finalement, la Cour rappelle à la société internationale qu'elle a un devoir et des obligations juridiques d'imposer la solution à deux États et de faire respecter le droit international. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de volonté politique dans cette région. Je vous remercie. Merci, Madame Rezaghi. La parole est à Madame Monique Chemillé-Gendreau. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, quand j'ai su qu'il fallait parler de l'effondrement du droit international en 10 minutes, ramené à 7 puis à 5, j'ai d'abord pensé me désister. Mais finalement, je vais essayer de le faire en répondant à 3 questions. La première, très brièvement, y a-t-il effondrement du droit international? Oui. Le mécanisme du maintien de la paix ne fonctionne plus, les guerres en cours le démontrent, le droit humanitaire en cas de conflit armé est en échec criant, les droits de l'homme sont ineffectifs et le droit pénal international dans la majorité des pays. Deuxième question, quel est le rôle de la France dans cet effondrement? Ce rôle est marqué par une ambivalence générale. Des moments d'éclair créateurs ont été le plus souvent suivis de nombreuses violations des droits qui avaient été proclamés. Les exemples sont multiples et à toutes les époques. La France révolutionnaire se dote d'une déclaration des droits de l'homme de portée universelle puisqu'elle proclame les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle ne dit pas les Français. Mais les hommes, dans cette logique, elle abolit l'esclavage dans les colonies en 1794, mais Napoléon le rétablit en 1802. Après la Seconde Guerre mondiale, la France participe activement, avec René Cassin, à la rédaction de la Charte des Nations Unies en 1945, puis à celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Mais elle piétine les normes proclamées à travers la guerre d'Indochine, les massacres de 1947 à Madagascar et ensuite la guerre d'Algérie. Sur la question migratoire, la France, avec bien d'autres pays européens, participe à une violation massive des droits humains, mais aussi de la Convention de 1979 sur le sauvetage en mer, en laissant sans secours les embarcations qui tentent de traverser la Méditerranée ou la Manche.
Au sujet du Sahara occidental, le droit international a été dit par la Cour internationale de justice en 1975, qui a reconnu qu'il n'y avait pas de souveraineté marocaine, mais qu'il y avait le droit du peuple sahraoui de se prononcer sur son sort. Plus récemment, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le peuple sahraoui est celui qui a été colonisé par l'Espagne et qu'il ne peut pas être assimilé à la population actuelle du territoire dominé par les colons marocains. La France, en reconnaissant la souveraineté marocaine, a contribué à l'effondrement du droit international. Mais elle participe de manière plus générale à cet effondrement parce qu'elle ne reconnaît pas la compétence de la Cour internationale de justice. Pour être obligatoire à l'égard d'un État, cette compétence doit avoir fait l'objet d'une déclaration de la part de celui-ci. Notre pays, qui avait fait cette démarche lors de la création de la Cour en 1948, s'en est retiré en 1974. La France refuse ainsi le principe démocratique selon lequel, en cas de différend entre États, le recours au juge serait obligatoire. Sur le conflit israélo-palestinien, beaucoup de choses viennent de vous être dites. Les violations du droit international. Et pourtant, la France persiste à se dire l'ami d'Israël sans condition. Elle est aveugle au fait qu'Israël ne peut plus être considéré comme démocratique depuis sa loi fondamentale de 2018, faisant de cet État celui des Juifs, à l'exclusion des autres composantes de sa population. Et la France, comme ça a été rappelé, refuse de s'engager dans les mesures qui permettraient de faire bouger les choses, notamment en refusant les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre des dirigeants israéliens. En refusant ces mesures, la France contribue à l'effondrement du droit international. Elle devrait méditer pourtant les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé pendant plusieurs années le service du renseignement intérieur israélien. Ayant pris la mesure de l'impasse où se trouve son pays, il concluait une interview en 2014 en disant, je le cite, « La communauté internationale devrait jouer un rôle bénéfique. Nous avons besoin que quelqu'un de l'extérieur nous éclaire sur nos erreurs. » Fin de citation. Sauver les Israéliens contre eux-mêmes sur la base du droit international, voilà ce que la France ne fait pas. Alors la troisième question, en conclusion, elle sera très brève. Quelles sont les conséquences de cette contribution de la France à l'effondrement du droit international? Tout simplement, le déclin de notre pays. Notre histoire est faite de moments de grandeur, ceux où la France a apporté au monde des éléments de progrès à travers un message universel. Cela a été le cas avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, plus tard avec la Révolution de 1848, plus tard avec la Résistance française. Ces moments étaient des moments de message universel en faveur de la liberté des peuples. Mais il y a ici de notre histoire qui n'a plus rien à dire au monde. Nous y sommes. Comment reprendre le flambeau de la liberté universelle que nous avons su tenir par moments? Sans doute en prenant la tête d'un mouvement intransigeant en matière de respect des droits humains, en nous appliquant à nous-mêmes ce respect et sans complaisance pour aucun pouvoir qui les violerait. Cela supposerait un soutien actif aux juridictions internationales en charge de faire appliquer ces droits. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. J'indique simplement que les durées d'intervention avaient été fixées par la conférence des présidents. Nous en venons aux questions. Chaque question sera immédiatement suivie de sa réponse, afin que le débat soit le plus fluide possible. J'invite les orateurs à préciser à laquelle des deux personnes invitées s'adressent leurs questions. Si la question s'adresse aux deux invités, nous partagerons à ce moment-là le temps de réponse entre elles. La première question va être posée par M. Jean-Paul Lecoq du groupe GDR, qui est à l'initiative de ce débat. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, mesdames, pour vos explications. Je serais tenté de dire on s'arrête là. Parce que beaucoup de choses, et vous avez synthétisé la question justement qui est posée ce soir. Le droit international, composé de très nombreuses sources, les traités, les conventions internationales, les accords, qu'ils soient multilatéraux, bilatéraux, les rendus de justice internationale, la justice européenne, la Cour internationale de justice, Cour pénale internationale. La France a été moteur, vous l'avez dit, dans la création du droit international, mais également dans sa défense au fil des années. Et cela pendant longtemps. Aujourd'hui, la France porte une responsabilité de plus en plus grande dans l'effondrement du droit international, autant lorsqu'elle méconnaît une règle de droit international que lorsqu'elle accepte, d'une manière ou d'une autre, une situation illégale au regard du droit international.
Je ne reviendrai pas sur la déclaration du président de la République du mois de juillet de cette année 2024. Ainsi, lorsqu'une instance juridique internationale remet un avis ou une décision, ce rendu doit s'appliquer à la France. C'est bien cela, normalement. Est-ce que donc, quand la Cour internationale de justice dit qu'il existe un risque de génocide contre la population palestinienne, la France est dans l'obligation juridique de prendre la mesure de sanction pour contraindre l'État violant les règles internationales? Dans ce cas, Israël a s'y conformé. Mais vous laissez cette question par rapport à notre adhésion à cette Cour. Donc, je voudrais que vous clarifiez un peu les choses. Et si tel était le cas, quel éventail de sanctions la France pourrait-elle infliger à Israël, tout comme à tout autre État, d'ailleurs, qui pourrait commettre ce genre d'infraction, puisque on a l'habitude, et ça a été l'objet d'un travail que j'ai fait à la Commission des Affaires étrangères, au nom de mon groupe, sur où en est-on du droit international. L'ONU joue toujours un rôle, cette organisation, et est-ce qu'on n'est pas dans un espace où il n'y a plus, justement, de droit international? Et quand on écoute les dernières déclarations de M. Trump, on peut se poser la question, justement, de cet effondrement. Voilà. Et ma question s'adressait à Mme Monique Chemillé-Gendreau. Merci, chers collègues. Madame Chemillé-Gendreau, je vous laisse le soin de répondre. Le fait que la France ne reconnaisse pas la juridiction de la Cour internationale de justice, celle de La Haye, la Cour qui a été fondée avec les Nations Unies, ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas respecter ce que dit cette Cour. Ce sont deux choses différentes. Moi, je regrette infiniment. En 1974, quand elle a été menacée d'être traînée devant la Cour pour les essais nucléaires dans le Pacifique, c'est à ce moment-là qu'alors qu'elle avait reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, comme membre permanent du Conseil de sécurité, comme grande puissance, c'était bien le moins, mais elle a préféré s'en retirer et elle n'a jamais refait le pas de revenir et de reconnaître à nouveau la juridiction de la Cour. Ça veut dire qu'un État, n'importe quel État de la planète, ne peut pas traduire la France devant la Cour internationale de justice, sauf si l'État en question était lié à la France par un traité dans lequel il y aurait une clause de juridiction. C'est le cas de la Convention sur le génocide. Mais cela dit, les arrêts de la Cour et ses avis consultatifs sont des manières pour la Cour de dire le droit international sur des problèmes où il y a un doute sur l'exactitude de ce que dit ce droit. Et une fois que la Cour a dit le droit international, c'est valable pour tous les États du monde. Le droit international a été dit. Alors, il ne peut pas être revendiqué par les autres États dans un contentieux bilatéral, mais d'une manière générale, le droit a été dit. Merci, madame. Question pour le groupe LFI, monsieur Thomas Porte. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup pour vos interventions. Et je partage ce qu'a dit mon collègue. On a presque envie de s'arrêter là, tellement ça fait du bien d'entendre ce que vous avez évoqué. Moi, ma question, précisément, elle porte sur le positionnement de la France concernant les mandats d'arrêt qui ont été émis en novembre dernier par la Cour pénale internationale contre Netanyahou et plusieurs de ses ministres. La diplomatie française, dans un premier temps, avait affirmé son soutien à la CPI, puis a opéré un inquiétant revirement évoquant une immunité au regard des liens d'amitié qui lient la France à Israël. Le droit international s'applique-t-il à tous, ou certaines amitiés permettent-elles d'y échapper, même lorsqu'on commet un génocide? D'après une source israélienne, cette concession aurait été négociée en échange d'un cessez-le-feu. Cela soulève une question essentielle. Est-ce que le respect du droit international peut-il être l'objet de marchandage diplomatique? Ce volte-face, vivement critiqué par les organisations de défense des droits humains, semble contredire la jurisprudence de la CPI et l'article 27 du statut de Rome. Celle des chefs de l'État ne peut être opposée à la CPI. La CPI a précisément été instituée pour briser l'impunité des responsables de crimes les plus graves, et les mandats d'arrêt qui ont été émis en novembre dernier constituent une avancée majeure pour la justice internationale. Dans ce contexte, comment justifier, alors que les preuves de crimes de guerre et contre l'humanité à Gaza s'accumulent, que la France ait invoqué l'amitié pour offrir une immunité, en clair une impunité à des criminels de guerre israéliens? Quel message envoie la France quand elle prend cette position de refuser d'appliquer des mandats d'arrêt contre des gens qui aujourd'hui sont à la tête d'un gouvernement qui massacre une population? Est-ce que la France est tenue de respecter ces mandats d'arrêt, ou est-ce que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant peuvent venir sans mépriser les principes fondamentaux du droit international? Merci.
La question s'adresse aux deux invités, hein, mon cher collègue. D'accord. Donc voilà, vous répartissez le temps et puis l'ordre des paroles. Je vous remercie, monsieur le député, pour votre question, qui peut-être quatre points très, très brefs. Tout d'abord, effectivement, il y a une interprétation complètement erronée de la part de la France, c'est-à-dire que c'est contraire à la lettre et à l'esprit même du statut de Rome. Quand on relit les débats qui avaient lieu à l'époque, dans les années 90, la volonté des rédacteurs, elle était claire. C'était de dire que les crimes qui sont visés par le statut de Rome sont tellement graves, c'est le crime parmi les crimes, qu'il ne peut y avoir d'immunité. Deuxièmement, effectivement, l'article 27 est assez clair. Hein, il fait sauter la barrière des immunités pour les chefs d'État et de gouvernement. Et si on avait encore un doute, on pourrait juste se référer à la jurisprudence finalement de la Cour pénale internationale qui a donné deux exemples. Tout d'abord dans l'affaire Omar el-Bashir qui a été mis en accusation par la Cour pour des crimes notamment de génocide lorsqu'il s'est déplacé dans la Cour avait rappelé aux États leurs obligations à l'égard du statut de Rome, obligations qu'elle a rappelées à l'encontre de la Mongolie, quand la Mongolie a accueilli en septembre dernier Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour avait dit très clairement, et je la cite, que la Mongolie avait gravement manqué à ses obligations qui lui incombaient en vertu du statut et avait renvoyé l'affaire à l'Assemblée des États parties. Ça traduit aussi finalement ce qu'on entend souvent, et c'est ce qui fait aussi du mal finalement à ce que la France défend en termes de droit international, c'est la question du double standard ou du deux poids deux mesures, comme certains peuvent l'appeler, c'est-à-dire que la position de la France quand Vladimir Poutine a fait l'objet à juste titre de mandat d'arrêt, a demandé à ce que chaque État partie puisse interpeller Vladimir Poutine s'il venait à se présenter sur le territoire d'un des États parties. La France ne le fait pas à l'égard de Benyamin Netanyahou, et je finirai en disant que le droit international dans ce cas précis est devenu une variable d'ajustement de la diplomatie française pour un cessez-le-feu au Liban qui n'a même pas tenu 48 heures. Merci Madame Rezaghi. Madame Chemillé-Gendreau, si vous souhaitez compléter. Parce que ça n'est pas toujours très facile à comprendre que le droit international est fait de beaucoup de traités entre les États, c'est-à-dire de quelque chose d'horizontal, et qu'il y a peu, pour prendre une comparaison avec le droit français, vous me suivrez mieux. En droit français, nous avons les contrats et la loi. Les contrats, c'est entre nous tous, c'est des faits relatifs, c'est ce qui fait le tissu juridique très, très dense d'un État. Et puis vous avez la loi, qui est dans une position verticale, qui vaut pour tout le monde et qui a une valeur universelle. En droit international, nous n'avons pas de droit vertical. Nous sommes, à cause de la souveraineté des États, dans un droit qui est essentiellement horizontal, c'est-à-dire qui est constitué de traités passés entre les États, et même quand ce sont des traités multilatéraux généraux, si un État ne l'a pas signé, ratifié, il n'est pas concerné. La Cour pénale, alors moi je voudrais vous attirer votre attention là-dessus, parce que j'ai enseigné le droit international pendant 50 ans, et quand on arrive à la fin d'un parcours comme ça et qu'on voit la situation, d'abord on est pris d'angoisse, et puis on guette les petites pousses qui permettent d'avoir un peu d'espérance de quelque chose de meilleur. Et dans ces petites pousses, il y a quelques effets du droit international dans une certaine verticalité, c'est-à-dire de règles qui s'appliquent à tout le monde, qui ont un potentiel universel. C'est le cas de la Cour pénale internationale, même si elle n'est reconnue que par ceux qui ont signé le traité. Mais la France, qui elle a reconnu le statut, qui a signé le statut, avec Israël qui ne l'a pas signé, elle est dans la position horizontale. Et Israël dit « mais moi j'ai des immunités ». Mais à l'égard de la Cour, la France est dans la position de la verticalité, c'est-à-dire qu'elle doit reconnaître ce que dit le statut de la Cour. Donc la France a vraiment manqué à ses obligations, en l'occurrence, en disant qu'elle n'appliquerait pas les mandats d'arrêt, parce que son engagement à l'égard du statut... Merci. Je vous remercie, madame. Question de madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe GDR qui a inscrit ce sujet à l'ordre du jour de nos discussions. Je veux également remercier les invités pour la qualité de leurs interventions, qui pour moi amène hélas à de tristes constats et perspectives si nous n'agissons pas en urgence pour redorer notre diplomatie qui a souffert notamment de 7 ans de macronisme. Depuis octobre 2023, le Proche-Orient est devenu le cimetière du droit international, sous le regard coupable, voire parfois complice de nombre de puissances occidentales face aux agissements du gouvernement israélien qualifié de crimes contre l'humanité. La France, hélas, depuis 7 ans désormais, a longuement éloigné ses paroles de ses actes. Ainsi, plusieurs résolutions de l'ONU sont restées lettres mortes et la France n'a jamais fait pression sur Israël pour les appliquer
appliquées. Je pense notamment à la résolution 242 qui délégitimait la prise de territoire par la guerre ou à l'absence d'implication de la France au sujet des réfugiés palestiniens qui sont plus de 200 000 installés dans des camps de fortune au Liban notamment. Malgré de grandes paroles et une volonté affichée de jouer un rôle pivot dans les négociations de paix, la France a un impact très limité, voire quasi inexistant sur le conflit en cours dans la région. J'en veux pour preuve l'humiliation faite suite à l'arrestation assumée par Israël de gendarmes français sur un site national à Jérusalem en fin d'année dernière. Enfin, la France, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le pays des droits de l'homme, le berceau de la Révolution, des Lumières, c'est la patrie des grands hommes aux idéaux d'égalité et de solidarité qui ont illuminé le monde. Et en ce sens, elle a une voix qui aurait dû être particulièrement influente sur le plan international. Il est malheureusement désormais loin le temps où l'autorité palestinienne baptisait une rue Jacques Chirac à Ramallah, où Dominique de Villepin disait non à la guerre en Irak. Aujourd'hui, cette voix est remplacée par la légitimation implicite de l'impunité marquée par le silence face aux violations répétées et assumées des droits humains au Proche-Orient. Elle a été remplacée par les sanctions sélectives et l'indignation à géométrie variable. Je n'ai alors que quelques questions après ce débat. Notre pays reste-t-il fidèle à ses valeurs? Sommes-nous devenus de simples spectateurs de la diplomatie internationale? Et enfin, quelles conséquences peut avoir ce double standard sur le droit international, y compris si certains pays décidaient demain de s'en affranchir également? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ces questions s'adressent à nos deux invités. On est d'accord? Peut-être pour changer, Madame Chemillé-Gendreau, pour commencer. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, Madame. Je vous l'ai dit, on signe la Déclaration universelle des droits de l'homme pendant qu'on menait la guerre d'Indochine, les massacres de Madagascar, la guerre d'Algérie avec du napalm et de la torture. Donc ça n'est pas nouveau. C'est l'ambivalence de tous les États du monde, mais le nôtre, évidemment, est regardé d'une manière différente, parce que comme nous avions pris la tête, avec notamment la Révolution française et les déclarations des droits de l'homme, nous avons pris la tête d'un mouvement qui venait avec le siècle des Lumières et avec une pensée qui était quand même très séduisante. Donc du coup, le fardeau est plus lourd pour nous. Moi, comme je vous l'ai dit, je regrette infiniment qu'au fil des années, nous ayons continué dans cette voie d'ambivalence permanente, qui s'est aggravée, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai donné quelques exemples, mais j'aurais pu en donner beaucoup bien davantage. La France est tout le temps dans un double discours. Elle dit oui, oui, je respecte le droit international, et elle ne le fait pas. Parce que dans l'avis consultatif que ma collègue a pris comme base de son exposé, la France avait déposé un document écrit, elle est intervenue à l'oral, et dans son intervention écrite et dans son intervention orale, elle défendait les droits des Palestiniens, et voilà. Et en même temps, elle ne fait rien pour mettre en œuvre ce qu'elle dit par ailleurs. Merci, Madame. Madame Rezegui. Oui, juste rapidement pour compléter, notre position est d'autant plus importante que je rappelle que la France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité et c'est le principal contributeur aujourd'hui au budget de la Cour pénale internationale. Donc le message est assez terrible aujourd'hui d'un point de vue du droit international et du double standard. Et je rappelle aussi également que la France a voté toutes les résolutions à l'Assemblée générale cette année, notamment celle de mai 2024 qui s'intitule « Admission d'un État nouveau aux Nations Unies », donc de l'État de Palestine. Et la France a voté en faveur de cette admission et donc il y a aussi des conséquences juridiques qui s'appliquent quand on décide de voter en faveur de ce type de résolution, notamment la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc il y a aussi un double discours à la fois sur la scène internationale et aux Nations Unies sur ce qu'on peut défendre en termes de défense de la solution à deux États et sur ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui en France auprès de notre opinion publique. Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, d'avoir lancé ce débat. Merci aux interventions qui étaient extrêmement techniques et extrêmement riches. Je voudrais d'abord rappeler que dans notre commission, et que la diplomatie française, ce n'est pas que la diplomatie d'un gouvernement ou même que d'un homme. Ce n'est pas la diplomatie depuis 7 ans. C'est une histoire que vous avez rappelée de manière très intéressante et très précise. Voilà que dans notre commission des affaires étrangères, nous avons qualifié il y a en octobre ou en novembre 2023, nous avons qualifié Israël de fauteur de nettoyage ethnique. Nous l'avons fait quasiment à l'unanimité, moins une voix à cette époque. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire. La France est aussi représentée par sa diplomatie parlementaire. Deuxièmement, je voudrais dire qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question tout à l'heure sur Trump, sur l'arrivée de Trump, et je prendrai l'image que vous avez eue, que je trouve excellente, sur l'horizontal et le vertical. Je crois que Trump est un transactionnel.
et que ce qui nous menace, c'est ça. C'est-à-dire que on remplace le droit par de la transaction. Voilà, je pense que c'est ce qui nous menace et c'est ce sur quoi il faudra que nous soyons très vigilants sur sa fameuse 24 heures pour résoudre la guerre. Et nous l'avons connu en Europe, c'est les accords de Dayton. Les accords de Dayton sont une transaction qui n'est pas du droit et qui bloque 30 ans après, qui sont encore inflammables. Voilà, je voulais juste faire ces petits rappels pour dire que c'est intéressant dans une commission de garder la pluralité et d'avoir des avis qui prennent tous les angles. Ma question s'adresse à Madame Rezaguy. Elle sera assez précise parce que je m'intéresse beaucoup à la région, j'y suis allé plusieurs fois. Comment vous analysez précisément sur Jérusalem? Parce que je sais que le statut de Jérusalem est un peu différent. Voilà, donc j'y suis allé plusieurs fois, je sais qu'il y a des frontières invisibles, etc. Comment vous analysez le statut de cette occupation ou pas occupation à Jérusalem, sur le rapatriement des ambassades, etc. Merci. Merci, cher collègue. Madame Rezaguy. Oui, merci beaucoup, monsieur le député, pour votre question sur Jérusalem. Effectivement, la Cour internationale de justice traite cette question un peu à part parce qu'elle dit clairement qu'aujourd'hui, Jérusalem est annexée. Et elle cite un ensemble de questions, d'exemples, donc les permis de résidence. Effectivement, quand l'ensemble de Jérusalem-Est, normalement, Jérusalem est aujourd'hui à un statut internationalisé, donc avec un règlement qui doit se faire a posteriori, avec une capitale partagée entre deux États, entre Israël, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est pour l'État de Palestine. Or, en l'occurrence, aujourd'hui, ce que dit la Cour très clairement, c'est que l'annexion d'Israël se fait de manière très évidente depuis 1967 et la guerre des 6 jours, et se traduit aujourd'hui, par exemple, par un réseau de tramways, de bus, etc., qui permettent une annexion. Et aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, vous ne voyez pas la séparation entre les deux parties de la ville. Elle est complètement annexée. Il y a 230 000 colons israéliens qui vivent aujourd'hui à Jérusalem-Est. C'est 14 colonies qui encerclent toute la ville. La vieille ville est complètement contrôlée par l'armée israélienne. On ne voit pas la différence. Le quartier, par exemple, de Sherjara, où est installé un certain nombre de bâtiments de la France, notamment, est complètement annexé, colonisé, fait l'objet d'un certain nombre de violences de la part des colons israéliens. J'en ai été moi-même témoin et victime. Donc effectivement, on ne voit pas la différence. Ça se traduit aussi également par ce que disait la Cour, c'est qu'aujourd'hui, un Palestinien de Cisjordanie ne peut pas s'établir à Jérusalem-Est. Il n'a aucun droit de le faire. Et les Palestiniens qui sont à Jérusalem-Est doivent avoir un permis de résidence et ils doivent prouver que leur résidence s'est établie à Jérusalem depuis les 7 dernières années pour pouvoir rester à Jérusalem-Est. Faute de quoi, ils peuvent se faire expulser vers le reste de la Cisjordanie. Et les motifs de révocation des permis de résidence des Palestiniens à Jérusalem-Est sont complètement à la discrétion du ministère. Et ça peut être notamment le manquement dû à l'obligation à l'État d'Israël. Donc ça peut être pour un post sur les réseaux sociaux ou par sur des messages sur des groupes WhatsApp, etc., qui peuvent justifier la révocation d'un permis de résidence d'un Palestinien qui vit depuis des générations et qui est établi, qui a son réseau, etc. Je vous remercie, Madame Rezaguy. Pour le groupe GDR, Madame Elsa Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, parce que déjà, les questions posées ont permis que vous développiez un certain nombre d'arguments. Je viendrai plutôt sur la question des sanctions. Puisque nous voyons depuis maintenant des dizaines d'années à quel point finalement les menaces réputationnelles glissent sur Israël et ce pays, ce régime jouit d'une telle impunité que ces menaces réputationnelles ne suffisent pas à changer la donne et à faire stopper cette expansion de la colonisation et des violences qu'elle engendre. Nous, au groupe et avec d'autres, nous disons combien aujourd'hui, quelque part, le régime israélien doit avoir plus à perdre qu'à gagner à continuer cette politique à la fois expansionniste, mais aussi de nettoyage ethnique, voire de génocide à Gaza. Quel est l'arsenal à disposition, notamment l'arsenal au niveau européen, pour prendre des sanctions contre Israël, et je parle particulièrement évidemment de l'accord d'association UE-Israël, mais est-ce que vous pourriez développer dessus et y compris élargir si nécessaire? Merci, chers collègues. Madame Chevillier-Gendreau, vous commencez. Oui. Israël a plus à perdre qu'à gagner dans ce qui se passe. Je pense que si j'étais israélienne, je serais extrêmement inquiète pour l'avenir de mon peuple et de mon pays. Parce que c'est la citation de l'amiral Ami Ayalon que je vous ai faite, elle est très juste.
Israël a besoin qu'on l'aide à sortir de ce dans quoi il s'est enfermé, entraîné par son aile droite enragée, il faut bien le dire. Donc nous avons un éventail de sanctions. En tout cas, à défaut de pouvoir les appliquer, parce qu'il faut des décisions collectives, que ce soit aux Nations Unies ou au niveau de l'Union européenne, il serait quand même important de poser la question et d'ouvrir le débat sur les sanctions. C'est ce que devrait faire un État comme la France. On pourrait le faire y compris au Conseil de sécurité. Alors on sait évidemment que les États-Unis mettraient leur veto et que ça n'aboutirait pas. Mais il faudrait au moins engager le débat, poser des projets de résolution demandant des sanctions. Le Conseil de sécurité est chargé quand même de mettre en œuvre des sanctions quand il y a un recours à la force qui a été interdit par le droit. Et quant à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est un accord extrêmement large et généreux qui met Israël pas très loin du rang des États membres, hein, du point de vue des avantages commerciaux, des avantages en termes de coopération technique, etc. Donc nous avons là un levier. Là aussi, évidemment, il y aurait un débat au sein de l'Europe. Vous savez les réticences de l'Allemagne dès qu'on parle d'Israël et d'autres pays. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que la diplomatie française ne pose pas le problème, parce que ça crée une dynamique dans ce sens-là. À défaut d'avoir des résultats immédiats, on aurait au moins, sur le plan politique, un résultat qui serait valable. Et puis, ma collègue a rappelé tout à l'heure qu'il y a cette mesure quand même assez facile à prendre de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui serait vécue par Israël pratiquement comme une sanction, ce que ça ne serait évidemment pas, mais qui serait quelque chose de très fort de la part de notre pays. Je vous remercie. Madame Rezagui, de manière concise, s'il vous plaît. Oui, pour compléter, il y a un arsenal effectivement de sanctions possibles sous le chapitre 7 au sein du Conseil de sécurité qu'on avait pris notamment contre l'Afrique du Sud et le régime d'apartheid. Peut-être 2 points sur lesquels on insiste très peu, et je pense que c'est peut-être aussi du rôle c'est aussi votre rôle peut-être d'y insister, mais sur la question de la compétence universelle par exemple, il faut que la France soit beaucoup plus à cheval, renforce aussi la possibilité de recourir à la compétence universelle. Certains États, je pense au Brésil, notamment sont beaucoup plus avancés que nous sur la question. Ce serait aussi tout simplement rappeler son soutien aux ordonnances obligatoires de la Cour internationale de justice. Et il y a aussi toute la question de l'investissement des entreprises françaises dans les colonies. Je pense à Carrefour ou à la BNP Paribas, etc., qui sont très actifs dans les colonies. Et il y avait des produits Carrefour dans les colonies encore récemment qu'on pouvait se procurer quand on est un colon. Et il y a la question des ventes d'armes au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. L'Allemagne, c'est 30% des ventes d'armes à Israël. Il faut aussi peut-être que cette question soit posée. En tout cas, c'est ce que l'Assemblée générale a demandé dans sa résolution adoptée en septembre dernier, et la France a voté en faveur. Et ce texte-là interroge clairement la question des transferts d'armes et des ventes d'armes à l'État d'Israël. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Monsieur Peyo-Dufaux. Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Si l'action du Hamas a pour certains légitimé les exactions de l'État israélien, nous constatons que des enfants meurent de froid à Gaza aujourd'hui. Les vivres manquent et l'aide humanitaire reste bloquée. Elle ne parvient pas à la population. On parle de secours humanitaire à une population démunie. Malheureusement, malgré des atteintes claires aux droits élémentaires, cette situation ne semble que très peu émouvoir la population et les pouvoirs publics français. Quels sont les leviers en droit international qui permettraient de dénoncer ces exactions, en plus de tout ce qui a été évoqué précédemment? Et l'État espagnol parle ou a reconnu l'État palestinien, si je ne me trompe pas. Comment faire pour qu'il y ait une démarche européenne globale et qu'on ne soit plus sur du cas par cas? Comment faire pression sur l'État français pour réussir à infléchir cette position? Merci, chers collègues. Qui commence? Madame Schmitt. Oui, un mot rapidement. Parce que la chose est évidente, ce sont des crimes de guerre massifs qui sont constitutifs certainement de crimes contre l'humanité. C'est de la famine organisée quand même. Et évidemment de génocide, puisque la question est posée devant la Cour internationale. Et le risque de génocide est avéré. La Cour a signalé le risque, elle ne s'est pas encore prononcée sur le fond, mais enfin, nous savons vers quoi elle va aller. Donc, nous sommes démunis, mais c'est la crise du droit international dont nous parlons ici.
Et je vous assure que quand on enseigne cette discipline, c'est terrible. Moi, à la fin de ma carrière, je commençais mon cours en disant à mes étudiants, je vais vous enseigner une discipline qui n'existe pas. Et vous avez le choix entre penser qui n'existe plus ou qui n'existe pas encore, selon que vous êtes pessimiste ou optimiste. Alors, je veux croire qu'elle n'existe pas encore, cette discipline. Mais c'est le cas, nous devons la faire advenir. Et pour la faire advenir, nous devons la prendre au sérieux. Ce qui est terrible avec Gaza actuellement, c'est qu'il y a un phénomène d'indifférence qui s'est installé. Au début, parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes militants sur l'affaire de Gaza. Et pendant les premières semaines et les premiers mois, on les a beaucoup entendus. Pas seulement en France, aux États-Unis, partout dans les campus, il y a eu Sciences Po à Paris, etc. Et puis là, on voit que l'usure se fait et que l'indifférence s'installe. Et donc, il faut réagir contre ça. Et c'est le rôle, c'est notre rôle à chacun d'entre nous, là où nous sommes. Mais vous avez un rôle privilégié. Merci, Madame Rezaegui. Peut-être sur une petite précision donc sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y a 3 États de l'Union européenne, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, qui ont reconnu en mai dernier l'État de Palestine. Et je ne sais pas si vous avez écouté à ce moment-là le discours du Premier ministre espagnol, qui était d'un pessimisme assez évident. Il disait en fait on a essayé au sein de l'Union européenne de lancer un mouvement et d'avoir une reconnaissance par l'Union européenne de l'État de Palestine. Et on n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est divisé et qu'on décide nous de reconnaître l'État de Palestine. Et je me rappelle toujours de ce discours du Premier ministre irlandais à ce moment-là. Et derrière lui, il y avait le drapeau de l'Irlande et des Nations Unies, mais il n'y avait pas le drapeau de l'Union européenne. C'était aussi un message qu'il envoyait à l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a que 11 États membres de l'Union européenne qui reconnaissent l'État de Palestine. La plupart reconnaissaient l'État de Palestine, notamment les anciens pays du bloc soviétique, alors que 147 États membres sur les 193 Nations Unies reconnaissent l'État de Palestine. Donc c'est une écrasante majorité de la planète qui reconnaissent l'État de Palestine. Et le message est terrible. Je me rappelle encore de ce que me disait un ami palestinien cet été quand j'étais à Hébron. Il me disait mais INSAF, de toute façon le droit international n'est pas pour nous. Et en fait c'est vraiment derrière, qu'est-ce que vous voulez lui dire quand vous avez tous ces éléments face à vous et que la guerre à Gaza se poursuit. Merci Madame. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Hendrik Davy. Merci Monsieur le Président. Alors je vais vous prolonger en fait la discussion sur le même sujet. Moi je voudrais rapprocher 2 faits et en examiner les conséquences juridiques pour la France et ses dirigeants. Le premier fait, c'est qu'il y a un possible génocide à Gaza. Alors c'est mentionné par plusieurs associations, vous le savez, donc comme Human Rights Watch ou Amnesty International, mais c'est aussi mentionné par des rapports de l'ONU et vous l'avez aussi vous-même signalé. Le second fait, c'est qu'il y a des ventes d'armes à Israël par la France. Ça, c'est l'Observatoire des armements et Mediapart ont publié 2 documents sur les exportations françaises d'armes dites à double usage, donc qui peuvent être utilisées défensivement, et ça, à la limite, on peut comprendre, mais qui peuvent être utilisées offensivement à des fins militaires, et donc qui peuvent avoir été utilisées par l'armée israélienne contre les civils à Gaza. Moi, la question est très simple et donc très courte, c'est est-ce que la France et ses dirigeants pourraient un jour être inquiétés pour complicité de génocide, et si oui, par qui et comment? Merci. Merci, chers collègues. Qui commence? Madame Rezaegui. Oui, sur la question du génocide, elle n'a pas encore été tranchée sur le fond, mais effectivement, il y a un certain nombre de rapports, et à la fois onusiens, mais il y a aussi un certain nombre de centres de recherche aujourd'hui en Europe qui se sont positionnés dessus et qui expliquent très clairement qu'aujourd'hui, les 3 critères du droit international pour qualifier le génocide semblent remplis dans le cas du peuple palestinien de Gaza, à savoir le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'actes matériels qui passent par le meurtre massif de Palestiniens, par le fait que la plupart des frappes militaires israéliennes ne visent pas des objectifs militaires, parce que la plupart des victimes sont des civils. Vous évoquez la question des armes. Ce que dit le rapport d'Amnesty International, c'est qu'il y a une large utilisation d'armes explosives à large rayon d'impact. Alors qu'Israël, on l'a vu lorsqu'ils ont assassiné par exemple Ismaël Haniyeh, un des responsables du Hamas en Iran, ils ont la capacité de cibler précisément des cibles militaires, et ils ne le font pas dans le cas de Gaza. Et puis il y a toute la question de l'intention génocidaire qui pourrait être démontrée quand on écoute et qu'on lit un certain nombre de discours. Sur la question de la responsabilité de la France,
peut-être qu'effectivement, ce qu'on oublie souvent, c'est que la Convention contre les génocides, il y a aussi la question de la prévention. La Convention, quand on la lit, il y a tout un aspect sur la répression du crime de génocide, comme le fait l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, mais il y a toute une partie sur comment est-ce que les États préviennent le génocide, et en l'occurrence, les obligations contenues dans cette Convention sont ce qu'on appelle des obligations erga omnes, c'est-à-dire qu'elles sont opposables à tous les États. Et donc, c'est ce qu'a fait là le Nicaragua contre l'Allemagne. Ils ont saisi sur la base de cette Convention la Cour internationale de justice en expliquant que les ventes d'armes aujourd'hui par l'Allemagne à Israël traduisent une complicité actif de la part de l'Allemagne dans le génocide en cours dans la bande de Gaza. Et donc, potentiellement, si les rapports que vous évoquez sont avérés, il est tout à fait possible qu'un autre État ou que le Nicaragua décide également de lancer une procédure, de déposer une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice pour accusant la France de manquer à ses obligations de prévention et de répression du crime de génocide. C'est tout à fait possible de l'invoquer. La France est en partie à cette convention internationale. Je vous remercie. Madame Chemillé-Gendreau. Un mot, Monsieur le Président. Allez-y. Oui. J'ai rappelé tout à l'heure que la France ne reconnaissait pas la compétence de la Cour. Là, la Convention sur les génocides lie les États avec une clause de compétence de la Cour. Donc, effectivement, la France pourrait subir ce que subit l'Allemagne. Mais je rappelle que certains États membres de cette Convention, et notamment les États-Unis d'Amérique, ont signé la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, mais ont fait une réserve à l'article qui indique qu'en cas de débat sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la Cour est compétente. Les États-Unis se sont mis à l'abri en émettant une réserve sur cette clause. Voilà. Très bien, je remercie nos invités pour leur participation à nos travaux. Et puis avant de passer à la seconde partie de ce débat, la séance est suspendue pour une durée de 5 minutes.
La séance est reprise pour la seconde partie de notre débat. Je donne la parole à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Dans son discours de clôture de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, comme dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a décrit l'une des dynamiques les plus structurantes de notre temps, celle qui voit la force de la loi contestée par la loi de la force. La loi de la force, nous y avons été confrontés au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023. D'abord par l'attaque terroriste du 7 octobre elle-même, pire massacre antisémite perpétré depuis la Shoah. Un an après, le 7 octobre 2024, je suis venu commémorer le triste anniversaire de cet attentat barbare sur le site du festival Nova, où les terroristes du Hamas ont massacré, violé, fauché la vie de tant de jeunes gens qui n'aspiraient qu'à la célébrer. J'ai rendu hommage à toutes ces victimes, et notamment à nos 48 compatriotes assassinés en ce jour noir, à l'héroïsme de tous ceux qui ont donné leur vie pour que d'autres puissent échapper au pogrom. Il est interdit de relativiser ou de minimiser l'horreur de ce massacre, une horreur que nous avons éprouvée dans notre chair en France, où ce qui s'est passé le 7 octobre a ranimé les souvenirs effroyables de l'Hypercacher ou du Bataclan. Je pense aussi aux otages, à ceux qui ont été libérés, à ceux qui ont été tués, et notamment à Elia et Orion. À ceux qui restent, nos compatriotes Ofer Calderon et Ohad Yalomi, retenus captifs depuis plus d'un an dans les tunnels de Gaza, et à tous ceux qui partagent leur sort. La France n'abandonnera jamais les siens et ne cessera d'exiger la libération de tous les otages. La loi de la force, nous y avons été confrontés ensuite par la terrible guerre de Gaza et son cortège de désolation et d'indicibles souffrances pour les civils. Une enclave entièrement détruite, plus de 46 000 morts, dont beaucoup de femmes et d'enfants, 100 000 blessés, 2 millions de déplacés, une situation humanitaire catastrophique, des restrictions inacceptables à l'entrée de l'aide humanitaire. Je le dis en ami d'Israël. Israël a et aura le droit de se défendre. Mais la façon dont Israël a conduit cette guerre n'est ni acceptable ni conforme au droit international humanitaire. Comme l'a rappelé le président de la République il y a quelques jours, il n'y a depuis des mois aucune justification militaire à la poursuite des opérations israéliennes à Gaza, aux entraves délibérées à l'aide humanitaire et à l'état de faim et de dénuement extrême auquel la population civile est réduite. La loi de la force, nous la voyons à l'œuvre en Cisjordanie, où nous assistons depuis le 7 octobre à une accélération de la colonisation illégale en droit international qui menace la contiguïté et la viabilité d'un futur État palestinien sans lequel on ne voit pas comment une paix durable pourrait s'installer, et à une multiplication des violences, aussi bien celles de colons israéliens extrémistes que de terroristes palestiniens. Au Liban, enfin, que le Hezbollah a entraîné dans la guerre au lendemain du massacre du 7 octobre, les 2 mois de guerre de haute intensité qui se sont déroulés entre la mi-septembre et la fin novembre ont fait près de 4 000 morts, dont de nombreux civils, 15 000 blessés, et conduit au déplacement de plus d'1,3 million de personnes, soit presque un tiers de la population libanaise, auxquels s'ajoutent les 60 000 résidents du nord d'Israël, déplacés depuis le début des attaques du Hezbollah. Cette guerre a ravagé le sud du Liban, la plaine de la Bekaa et la banlieue de Beyrouth, provoquant des destructions d'une ampleur considérable dans un pays déjà durement éprouvé par une crise économique sans précédent. Face à cette crise régionale qui ébranle le droit international, la France s'est pleinement mobilisée. Nous sommes engagés dans la lutte contre l'organisation terroriste du Hamas en accueillant le 13 décembre 2023 une réunion internationale qui a permis une coopération accrue des partenaires internationaux en matière de sanctions contre ses dirigeants et ses sources de financement. Nous avons notamment, au niveau européen, désigné les 3 principaux responsables des attaques du 7 octobre, plusieurs entités coupables de violences sexuelles et créé un régime européen visant le Hamas et le djihad islamique palestinien qui a permis de sanctionner 12 individus et 3 entités qui soutenaient matériellement et financièrement ces groupes. En parallèle, la plateforme Pharos a diligenté plus de 120 procédures contre la propagande en ligne du Hamas, en lien avec le pôle national de lutte contre la haine en ligne, et dans le cadre européen où Europol signale et fait retirer des contenus terroristes. Notre objectif est clair, le Hamas ne doit plus jamais être en position de perpétrer ses attaques criminelles contre Israël, ni de gouverner la bande de Gaza. À Gaza, nous avons multiplié les efforts pour venir en aide aux populations civiles.
Un mois après le début de la guerre, c'est à Paris que s'est tenue une conférence internationale qui a permis de mobiliser 1 milliard d'euros pour répondre à la crise humanitaire. C'est la France qui a été le premier pays occidental à soigner des Gazaouis blessés grâce à l'engagement de moyens militaires, le porte-hélicoptère Dixmude en particulier. C'est la France qui, avec ses partenaires, a acheminé plus de 1200 tonnes de fret humanitaire jusqu'à la bande de Gaza grâce à des opérations aériennes ou terrestres et mobilisé plus de 200 millions civils et encore 50 millions en 2025. C'est la France qui, sur le plan diplomatique, a été le premier pays du G7 à appeler au cessez-le-feu et à soutenir les 4 résolutions adoptées aux Nations Unies à ce sujet. C'est la France qui a été un moteur pour l'adoption de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents en Cisjordanie. Au niveau national, des sanctions ont été prises contre 28 individus et 2 trains de mesure l'ont été au niveau européen après un travail de conviction que nous avons mené. Nous soutenons enfin les efforts des médiateurs qatariens, égyptiens et américains en vue d'un cessez-le-feu assorti de la libération des otages. Les négociations ont progressé et nous espérons qu'un accord puisse, dans les prochains jours, mettre fin à la tragédie ouverte le 7 octobre et réengager une dynamique en faveur d'une solution politique au conflit israélo-palestinien. La France s'est mobilisée pour avancer concrètement vers la mise en œuvre de cette solution. La solution à 2 États et l'établissement d'un État palestinien viable, contigu, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Aux Nations Unies, nous avons voté le 18 avril en faveur d'un projet de résolution au Conseil de sécurité demandant l'admission pleine et entière de la Palestine comme État membre des Nations Unies. Puis le 10 mai, en faveur d'une résolution sur le rehaussement des droits de la Palestine aux Nations Unies. Soutien de la Cour internationale de justice, nous avons voté le 18 septembre en faveur de la résolution palestinienne à l'Assemblée générale des Nations unies relative à l'avis consultatif de la Cour sur le caractère illicite de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Au sein de l'Union européenne, nous avons contribué à faire adopter, je le disais, 2 paquets de sanctions en avril et en juillet contre des individus et entités soutenant la colonisation violente. Un 3e paquet est en cours de négociation et croyez bien que la France est aux avant-postes pour la négociation de ce paquet. À titre national, nous avons sanctionné 28 colons violents. Il s'agit de protéger la solution à 2 États en sanctionnant ceux qui travaillent à la rendre impossible. Nous avons par ailleurs accentué notre soutien politique et budgétaire à titre national et européen à l'autorité palestinienne, partenaire d'Israël pour la paix, qui doit pouvoir administrer l'ensemble des territoires palestiniens. La France est l'un des rares pays à soutenir directement l'autorité palestinienne. Le chemin pour parvenir à cette paix ne sera toutefois probablement pas exclusivement israélo-palestinien, mais bien régional. Il nous faut aimanter la dynamique de normalisation des accords d'Abraham et le processus de paix israélo-palestinien. C'est pourquoi nous travaillons avec l'Arabie saoudite, qui est la clé de voûte d'un tel mouvement, et avec laquelle nous allons co-présider en juin, à New York, une conférence internationale sur la création d'un État palestinien dont il nous reviendra de faire un moment décisif. Au Liban, enfin, nous avons obtenu des succès diplomatiques majeurs qui ont permis une sortie de crise. Comme le président de la République, je m'y suis investi personnellement à chaque étape. Le 17 septembre, après un an de guerre de basse intensité, l'explosion des pagers et des talkie-walkie du Hezbollah a lancé une escalade militaire de grande ampleur qui a rapidement dévasté le Liban. Le 24 septembre, j'ai demandé la tenue d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité consacré au Liban. Le même jour, le président de la République et le président Biden ont mis sur la table une première proposition franco-américaine de cessez-le-feu. Le 29 septembre, j'ai effectué mon premier déplacement bilatéral à Beyrouth, sous les bombes, si je puis dire, pour manifester la solidarité de la France et notre engagement à mettre fin au plus vite à cette tragédie. J'ai multiplié les déplacements à cette fin, me rendant 2 fois en Israël en un mois et enchaînant les contacts avec mes homologues américains, israéliens et libanais. Le 24 octobre, nous avons accueilli à Paris une conférence de soutien qui a permis de rassembler 1 milliard de dollars pour le Liban, dont 100 millions d'euros d'aide française auxquels il faut ajouter 100 tonnes de fret humanitaire, mais aussi, en marge, elle a permis de travailler au cessez-le-feu. Un mois plus tard, le 27 novembre, l'accord de cessez-le-feu proposé par la France et les États-Unis a finalement été accepté. Le 30 décembre, je me suis de nouveau rendu au Liban pour saluer nos soldats engagés au sein de la FINUL, auxquels je rends hommage bien sûr, mais aussi pour encourager la mise en œuvre de l'accord à laquelle nous participons au sein d'un mécanisme de surveillance franco-américain. Le 7 janvier,
le premier retrait massif de forces israéliennes a eu lieu. Tsahal s'est retiré de la partie ouest de la zone qu'il contrôlait et entame son retrait des autres secteurs où l'armée libanaise se déploie, tandis que les violations du cessez-le-feu ont drastiquement baissé. Nous allons continuer à encourager cette dynamique en vue d'un retrait complet fin janvier. Le 9 janvier, à l'issue de mon propre déplacement au Liban et d'une ultime mission de bons offices de l'envoyé personnel du président de la République Jean-Yves Le Drian, dont je salue les efforts inlassables, le Parlement libanais a élu à une très large majorité M. Joseph Aoun, président de la République, après plus de 2 ans d'une vacance qui paralysait l'ensemble de l'État. Le 11 janvier, un nouveau Premier ministre, M. Nawaf Salam, a été désigné. En 3 mois, nous avons aidé le Liban à passer de l'escalade au redressement et à ouvrir une nouvelle page porteuse d'espoir. Fort d'un soutien populaire, d'un large consensus interne et d'un appui international, le nouvel exécutif libanais peut agir de façon décisive pour la restauration de la souveraineté de l'État et la reconstruction du Liban. Et nous serons aux côtés des Libanais dans cette entreprise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs il y a quelques jours, notre pays a œuvré depuis les horreurs des guerres mondiales avec la conviction qu'il n'y a pas de paix durable sans la justice. Et pour que s'édifie un ordre international reposant sur le droit, sur des principes d'autodétermination des peuples et d'intégrité territoriale. Si la voix de la France est toujours entendue, c'est parce qu'elle est toujours du côté de la justice, du droit et des règles collectives dans un monde où ces dernières sont constamment remises en cause. Nous continuons aujourd'hui de travailler à améliorer, à renforcer le droit, à rendre plus fort ce qui est juste. J'en veux pour preuve notre soutien résolu à la Cour internationale de justice et à la Cour pénale internationale, dont nous sommes le 3e bailleur. Nos efforts pour réformer le Conseil de sécurité afin de limiter les effets délétères du droit de veto, ou encore notre soutien à l'initiative du CICR pour une pleine applicabilité du droit international humanitaire. Nous avons évoqué aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, nous allons l'évoquer ensemble, et le Liban. Nous y avons dénoncé les violations du droit international humanitaire partout et en tout temps. En Israël par le Hamas, à Gaza par Israël, au Liban par Israël, en Israël par le Hezbollah. Nous pourrions tout aussi bien citer l'Ukraine, la Syrie, le Venezuela, la Birmanie, l'Afghanistan et tant d'autres crises. Il n'y a pas, dans le langage de la France, de double standard. Ces dénonciations ne sont pas des incantations, elles se prolongent dans l'action au service des populations civiles pour contrecarrer sur le terrain ceux qui déstabilisent le droit international et trouver des solutions aux crises qui le mettent en péril. Avec humilité, car nous n'avons pas tous les leviers pour les résoudre seuls, mais avec détermination, car nous sommes capables de peser comme nous l'avons montré au Liban. Et vous pouvez compter sur moi pour persévérer dans nos efforts, au Proche-Orient et ailleurs, pour sauvegarder le droit et bâtir des paix justes, les seules qui assureront durablement la stabilité de cette région et la nôtre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions, tout comme celle des réponses, est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Commençons par Madame Elsa Foussillon pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à Gaza, depuis maintenant plus d'1 an, c'est l'humanité qui est ensevelie sous un tapis de bombes. Et ceux qui survivent, ils risquent de mourir de faim, de soif ou faute de soins. Et tous, en tout cas, affrontent une guerre génocidaire menée par Israël. Et force est de constater, malheureusement, que la position de la France incarne un 2 poids 2 mesures, un double standard, puisque vous refusez d'endosser le rôle qui devrait être celui de notre pays concernant les crimes commis par le gouvernement israélien, et ceux en Palestine et au Liban, c'est-à-dire être le fer de lance du droit international et de la justice internationale. Cette incohérence, elle se manifeste par votre refus et celui de vos prédécesseurs de condamner clairement les crimes israéliens et de prendre les sanctions qui s'imposent. Vous, comme vos prédécesseurs, avez par exemple rejeté la qualification de génocide portée par plusieurs États, dont l'Afrique du Sud, l'Espagne, l'Irlande, devant la Cour internationale de justice, par des experts indépendants des Nations Unies et par la plupart des organisations de défense des droits de l'homme. De même, en novembre 2024, vous avez invoqué une prétendue immunité fonctionnelle de Benyamin Netanyahou pour justifier le refus d'exécuter le mandat d'arrêt délivré contre lui par la Cour pénale internationale. Je le rappelle, l'immunité est tout à fait contraire au droit international. Cette posture incohérente a des conséquences graves pour la France et pour le droit international. Elle affaiblit la crédibilité de notre pays en tant que défenseur du droit international et elle érode profondément l'influence dont la France disposait au Moyen-Orient et dans le reste du monde.
Les mandats d'arrêt émis ne sont pas de simples formalités administratives. Ce sont des actes de justice qui rompent avec les logiques coloniales et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le double standard. Elles fragilisent aussi le droit international perçu finalement comme de moins en moins juste et universel et renforcent le discours des régimes autoritaires pour lequel le recours à la force est la seule solution politique. Monsieur le ministre, ces contradictions ne sont plus tenables. Alors, pour répondre à ma question, je vous demanderai de faire comme si, quand vous parliez du régime israélien, vous parliez de n'importe quel autre pays dans le monde qui, depuis des décennies et quotidiennement, bafoue le droit international. Alors, allez-vous enfin aligner les actes de la France sur ses principes et engagements internationaux, ou avez-vous décidé de sacrifier nos principes, nos valeurs et le droit international pour préserver l'impunité historique dont jouissent les gouvernements israéliens pour les crimes qu'ils commettent en Palestine et au Liban? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous m'interrogez sur 2 points. La question de la reconnaissance du génocide et la question des mandats de la Cour pénale internationale. Sur le génocide, les mots ont un sens. En droit, le génocide est défini à l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, ainsi qu'à l'article 6 du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale. En vertu de ces dispositions, le génocide s'entend comme la commission de certains actes dans l'intention de détruire, ou toute ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. La qualification de génocide sur le fondement de l'une de ces dispositions relève exclusivement de la compétence du juge, pas de l'appréciation d'un État. En l'occurrence, ni la Cour internationale de justice, ni la Cour pénale internationale n'ont jugé, à ce jour, qu'Israël ou ses dirigeants commettaient un génocide à Gaza. L'ordonnance du 26 janvier 24 de la Cour internationale de justice n'a pas rendu de décision définitive sur le fond, jugement qui ne devrait pas intervenir avant 2026 ou 2027. Elle s'est bornée à ordonner à Israël une série de mesures conservatoires pour prévenir un tel risque, complétée par une nouvelle ordonnance le 24 mai 2024 qui a ajouté 2 mesures conservatoires à cette première liste. À Gaza, notre objectif, je l'ai dit, est que la guerre cesse, qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et durable, que les otages soient libérés sans plus de délai, ce qu'exige également la Cour, et puis que l'aide humanitaire arrive massivement et sans entrave aux populations civiles qui en ont urgemment besoin, comme l'a d'ailleurs demandé la Cour internationale de justice. Et donc les mesures conservatoires qui ont été demandées par la Cour internationale de justice par d'autres moyens, que ce soit au sein de résolutions adoptées au Conseil de sécurité des Nations Unies ou dans les déclarations que nous avons faites à titre national, nous les avons très largement soutenues. Ensuite, s'agissant des mandats de la Cour pénale internationale, ce que nous avons simplement rappelé, puisque c'est à cela que vous faites référence, c'est qu'il existe 2 obligations en droit international. Celle de coopérer avec la Cour pénale internationale, dont je rappelle que nous sommes le 3e bailleur, et celle de respecter les immunités qui, là où elles existent, doivent être prises en considération. En aucun cas, nous n'avons dit que l'une des obligations devrait primer sur l'autre. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est que cette décision relève de la seule appréciation du pouvoir judiciaire. Et en France, l'autorité judiciaire agit en toute indépendance. Et donc, comme pour tout autre cas, ce serait la seule compétence in fine pour décider ou non de l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Benyamin Netanyahou s'il devait se rendre en France. La position que le gouvernement adopterait en définitive sur la question des immunités serait portée à sa connaissance, mais in fine, c'est l'autorité judiciaire qui déciderait souverainement et en toute indépendance. Et donc, ce que nous sommes bornés à faire avec cette communication à laquelle vous avez fait référence, c'est tout simplement de rappeler le droit. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe EPR, Madame Éléonore Carrois. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Face aux tragédies qui secouent le Proche-Orient, la France doit demeurer un acteur clé en faveur de la paix et du respect du droit international. Comme l'a détaillé Monsieur le Ministre, notre pays est fortement engagé dans la région avec pour ambition de ramener une stabilité pérenne et protéger les populations civiles. Au Liban, vous l'avez rappelé, la France a pris des mesures concrètes face aux frappes meurtrières et à la crise politique et économique que connaît le pays. Elle a initié des conférences internationales, mobilisé une aide humanitaire et économique et réaffirmé son soutien aux forces du maintien de la paix de la FINUL.
Le rôle de la France a également été essentiel au sein du mécanisme de supervision du cessez-le-feu à Beyrouth. Ces initiatives sont cruciales pour assurer la continuité de l'État libanais. Parallèlement, le conflit israélo-palestinien demeure le plus grand obstacle à la paix dans la région, c'est une évidence. La France est un acteur clé des négociations pour une paix durable. La conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite en juin 2025 témoigne de cet engagement qui consiste à privilégier le dialogue et éviter l'escalade. Et c'est en maintenant une ligne diplomatique exigeante et en menant des actions concrètes que la France continuera de jouer un rôle central dans la préservation du droit international et dans la construction d'une paix durable. Dès lors, mes questions posent justement sur ces actions concrètes, Monsieur le Ministre. Quels résultats attendez-vous de la conférence qui sera coprésidée par la France et l'Arabie saoudite en juin prochain ? En allant un peu vers la Syrie, suite à la chute du régime Assad, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les actions que le gouvernement entend mener pour éviter que l'intervention de Tsahal sur le territoire syrien ne conduise à une escalade supplémentaire. Enfin, quelles sont les mesures concrètes prises par la France pour garantir que l'aide humanitaire et financière bénéficie directement à la population libanaise et ne soit pas détournée? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour vos 3 questions. La première qui concerne la conférence qui sera coprésidée au mois de juin par la France et l'Arabie saoudite. Elle est très opportune pour, je dirais, ancrer le principe de la solution à 2 États et le principe même d'un État palestinien. Parce que je le dis à la représentation nationale, ce principe qui, je dirais, est largement, voire unanimement défendu dans un pays comme le nôtre, n'est pas défendu avec autant de ferveur partout. Et avec la nouvelle administration américaine, on peut s'attendre à ce que cette perspective-là puisse être fragilisée. L'objectif sera donc de faire ou que ce moment-là, que ce rendez-vous au mois de juin 2025 permette d'agréger le plus large soutien possible à cette perspective, en travaillant d'ici là à en tracer le chemin. Parce que du cessez-le-feu jusqu'à l'établissement d'un État Palestine vivant en paix, en sécurité, avec des reconnaissances mutuelles et des garanties pour chacun, il y a, je dirais, une période intérimaire dont il faut pouvoir à la fois définir et garantir les paramètres. Et l'objectif sera d'aboutir à cette conférence avec les paramètres les plus affinés et les plus consensuels possibles, en défendant la perspective politique qui, à notre avis, est la seule susceptible de garantir la paix à la région, contre les tentatives qui pourraient être celles de ceux qui ne partagent pas la même analyse que nous. Sur les actions concrètes qui sont menées pour que le droit international ou les violations au droit international puissent cesser en Syrie, c'est-à-dire le respect de l'accord de 1974, le retrait des troupes israéliennes des territoires qu'elles occupent aujourd'hui en violation du droit international, eh bien, nous déployons des efforts à tous les niveaux. J'ai eu moi-même l'occasion de m'entretenir avec mon homologue israélien spécifiquement sur ce point. Ces messages ont été adressés par notre ambassadeur à la directrice politique du ministère des Affaires étrangères il y a quelques jours, si ce n'est pas hier, en expliquant par ailleurs que non seulement en condamnant et en dénonçant ces violations auprès de nos interlocuteurs comme nous l'avons fait publiquement, mais en leur expliquant aussi le danger que représenterait une violation trop durable du droit international pour le processus de redressement et de transition politique en Syrie, qui, s'il n'aboutissait pas, provoquerait ou déclencherait un danger bien plus grand encore pour la sécurité d'Israël. Et enfin, vous avez raison de vous préoccuper de la question de l'aide financière. Il fallait, pour que l'aide à la reconstruction puisse affluer au Liban, je parle pas uniquement de l'aide humanitaire, mais de l'aide qui va être nécessaire pour rebâtir le sud du pays qui a été très largement dévasté par les frappes israéliennes notamment. Cette arrivée des fonds
aurait été inimaginable, inenvisageable sans le redressement politique, sans l'élection d'un président de la République libanais et sans la nomination d'un Premier ministre, dont je rappelle qu'il est aujourd'hui président de la Cour internationale de justice. Pourquoi ? Parce que les bailleurs internationaux ont été, je dirais, refroidis par l'expérience de 2006, où ils ont le sentiment que l'aide avait pu être détournée et que ce détournement avait conduit en quelque sorte à la détérioration de la situation au Liban, qui nous a conduit dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et donc la première étape, c'était le cessez-le-feu. La deuxième, c'était le redressement politique. Et c'est désormais entre les mains d'un gouvernement tout neuf, si je puis dire, nouveau, qui arrive de mettre en place les bons circuits pour que les bailleurs internationaux soient rassurés et puissent participer pleinement à la reconstruction libanaise. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe LFI, Madame Ercilia Soulé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, la semaine dernière, le 7 janvier, un symbole du colonialisme français s'est éteint. Un homme qui a torturé et tué des Algériens lorsque la France menait une guerre coloniale sans merci. Mais ce colonialisme français, lui, ne s'est pas éteint. Il continue de s'exprimer, notamment par une solidarité avec d'autres colons, et ce, au détriment de nos propres concitoyens. L'arrestation du journaliste Sylvain Mercadi, alors qu'il réalisait un reportage en Syrie, près de la zone du Golan occupée par le régime colonial israélien, est une nouvelle insulte faite à la France par Israël. Et alors que fait notre gouvernement? Des condamnations à demi-mot, des convocations futiles, comme après l'interpellation de 2 gendarmes français à Jérusalem-Est par l'armée israélienne en novembre dernier. Voilà le prix de l'impunité. Le passe-droit accordé à Israël pour son génocide à Gaza ne fait que s'étendre. Il s'étendait déjà avec les bombes au Liban, les incursions en Syrie, et il continuera tant que cette impunité perdurera. Il ne s'agit pas d'éviter l'escalade, comme le dit Madame Carrois. Non, l'escalade est déjà là depuis bien longtemps. Et pendant ce temps, Israël nous ridiculise aux yeux du monde entier, même si vous faites mine de croire que la France est toujours entendue. Alors, vous devez vivre vraiment dans une dimension parallèle. Alors, je vous le demande, Monsieur le Ministre, après le massacre de plus de 45 000 Palestiniens, auxquels s'ajoutent plus de 100 000 blessés, quand la France cessera-t-elle d'être le valet des génocidaires israéliens ? Ce serait le minimum que nous puissions faire au regard de notre lourd passé colonial. Quand enfin se rangera-t-elle réellement du côté de ceux qui luttent pour l'émancipation et l'indépendance de leur nation? Il ne suffit pas, Monsieur le Ministre, d'organiser une conférence avec l'Arabie Saoudite pour évoquer la création d'un État palestinien. Alors peut-être que vous pensez faire ainsi illusion, mais si vous persistez à être le paillasson d'Israël, eh bien l'avenir de la région ne sera que chaos et désolation. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr qu'il y avait de questions. Bon, je peux peut-être simplement réagir. Si, il y en avait une? Bon, peut-être qu'il faudra que je relise au compte-rendu qui sera fidèlement établi, je n'ai aucun doute. Mais sur le journaliste que vous avez évoqué, Sylvain Mercadi, nous sommes intervenus immédiatement et il a été, si je puis dire, relâché dans les heures qui ont suivi son interpellation. Simplement pour vous dire que les services du Quai d'Orsay se sont pleinement mobilisés, comme à chaque fois que nos ressortissants sont détenus dans des conditions qui sont arbitraires. Nous nous mobilisons. Sur l'escalade que vous évoquez, je suis vraiment au regret de vous dire que s'agissant du Liban en particulier, même si vous évoquez pas simplement le Liban dans votre question, au Liban, l'escalade s'est interrompue. Et la seule interruption de violence qui a eu lieu dans cette région depuis bientôt 1 an et demi, elle a été obtenue par les efforts conjugués des États-Unis et de la France au Liban. C'est un fait. Il suffit de constater, de mesurer, de consulter les chiffres des Nations Unies pour percevoir la baisse drastique des hostilités, des trajectoires de tir, des survols du territoire libanais. Il faut s'apercevoir que oui, la diplomatie ne marche pas à tous les coups, on ne réussit pas toujours, mais on essaye, inlassablement on essaye. Et dans le cas du Liban, on a réussi à mettre fin à l'escalade. Ensuite, sommes-nous les valets d'Israël? Moi, j'ai vraiment pas ce sentiment-là. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous rendre en Israël. Et on vous dira que la France y a une réputation qui n'est pas favorable du tout,
parce que nous avons été les premiers à appeler au cessez-le-feu, à dénoncer les violations du droit international, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons été les premiers à soigner des Gazaouis blessés. Nous avons tenu la conférence internationale que vous avez évoquée. Nous avons été moteurs sur les régimes de sanctions, sur la création d'un régime de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents au niveau européen. Moteurs pour que ce régime de sanctions soit activé 2 fois. Nous sommes actuellement moteurs pour qu'il soit activé une 3e fois, et je vous invite à consulter les comptes rendus du Conseil de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Vous verrez que c'est bien la France, mais j'en tire aucune gloire, parce que les Canadiens, les Britanniques ont eux aussi pris des sanctions contre des entités que l'Union européenne n'a pas encore sanctionnées. Je trouve que c'est regrettable. Donc nous poussons très fort. Et ce que je veux dire par là, en ramassant les choses un tout petit peu, c'est que si tous les pays européens, tous les pays occidentaux s'étaient comportés comme la France, eh bien je crois qu'on n'en serait pas là à Gaza et ailleurs dans la région. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste, Monsieur Peyo-Dufaux. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, votre discours introductif est en total décalage avec les propos qui viennent d'être tenus par les experts en droit international que nous venons d'auditionner. Si l'action du Hamas a pour certains légitimé les exactions de l'État israélien, nous constatons que des enfants meurent de froid à Gaza. Les vivres manquent, l'aide humanitaire reste bloquée, ne parvient pas à la population, vous l'avez dit. On parle de secours humanitaire à une population civile démunie et malheureusement, malgré les atteintes claires aux droits élémentaires, cette situation ne semble que très peu émouvoir l'État français. 2 rapports démontrent que la France vend des armes à Israël, qui s'en sert potentiellement contre les populations civiles palestiniennes et libanaises. Comment cela est-il possible? Et mesurez-vous les risques encourus pour l'État français? Et enfin, qu'attend la France pour reconnaître l'État palestinien comme l'a fait l'Espagne et plus de 100 États? Le volontarisme que vous prôniez dans vos propos introductifs doit immédiatement amener à cette reconnaissance de l'État palestinien dans les plus brefs délais et impulser un mouvement global européen dans ce sens et dans le sens de la paix. Sans cela, la réponse de la France restera structurellement asymétrique et donc inaudible. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le Président et Monsieur le député, oui, comme vous, je suis très meurtri et très ému par la situation des civils à Gaza, en particulier des enfants, puisqu'on parle aujourd'hui de 45 000 civils morts depuis le 7 octobre ou depuis le 8 octobre. Évidemment, on n'a pas encore de décompte précis des victimes, mais on parle du chiffre de 14 000 enfants décédés à Gaza. On dit que la tranche d'âge qui a été la plus fortement atteinte ou touchée par les bombardements, et la tranche d'âge au sein de laquelle il y a eu le plus de victimes, c'est la tranche des 5 à 9 ans. Voilà de quoi, évidemment, provoquer, susciter une émotion profonde. Et motiver d'ailleurs un certain nombre d'initiatives que nous avons prises, que ce soit sur le plan humanitaire ou le plan du droit international. Sur les armes, pour revenir sur ce que je disais à l'instant, si tout le monde s'était comporté comme la France, je crois que nous n'en serions pas là. Et je trouve un peu paradoxal que vous puissiez nous dire, ou puissiez accuser, si je puis dire, le gouvernement français de livrer des armes à Israël pour mener sa guerre à Gaza. Bien entendu que la France était accusée par d'autres d'avoir appelé à un embargo contre les armes ou un embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël. Et la vérité, comme vous le savez, c'est que s'agissant de nos exportations d'équipements vers Israël, c'est un fait que nous exportons des équipements, mais c'est historiquement un volume extrêmement limité, 0,2% de nos exportations de matériel de défense. Elles se font en application de procédures de contrôle extrêmement strictes, reposant sur le respect d'un ensemble de critères, dont le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire. Donc nous ne vendons pas d'armes qui puissent être utilisées pour des violations du droit international à un État dont nous disons
ouvertement et publiquement qu'il viole le droit international. Puis enfin, sur la question de la reconnaissance, nous avons toujours dit qu'il y avait bien pour nous qu'une seule perspective, qu'un seul horizon, celui d'un État palestinien, vivant côte à côte avec un État israélien, avec des reconnaissances mutuelles et des garanties de sécurité. Et nous avons dit que nous voulions que cette reconnaissance de la France, qui n'est pas la reconnaissance de n'importe quel pays, qui peut entraîner avec elle un certain nombre d'autres pays, eh bien, elle puisse intervenir à un moment où elle a non seulement une valeur symbolique, la valeur qu'a la reconnaissance par la France d'un État, mais elle a une valeur d'entraînement pour ancrer définitivement cette perspective. Parce que ce que nous constatons, c'est que certains de nos partenaires qui ont pris cette décision, avant que nous ne le fassions, et je comprends qu'ils aient pu la prendre, je comprends parce qu'ils partagent en quelque sorte cet objectif et cet horizon qui est le nôtre, force est de constater que ça n'a pas tout à fait suffi à provoquer un effet d'entraînement qui crante durablement la perspective de cet État palestinien. Merci, Monsieur le Ministre, pour le groupe écologiste et social. Monsieur Jean-Claude Roux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, aucun État ne peut avoir le privilège de se placer au-dessus du droit international. Et pourtant, la semaine dernière, j'étais à Jérusalem-Est dans le cadre d'une délégation parlementaire écologiste. Nous y avons fait de nombreuses visites et rencontres, notamment de responsables de l'UNRWA. L'UNRWA a commencé ses activités en 1950 pour garantir l'aide humanitaire en faveur des réfugiés palestiniens et leurs droits politiques, dont le droit au retour. Son mandat a été renouvelé depuis jusqu'en juin 2026 et concerne aujourd'hui 6 millions de personnes, dont 1,4 million à Gaza. Cette agence des Nations Unies est financée par les États membres, dont évidemment la France, qui a apporté en 2024 une contribution de 38 millions d'euros. Elle a d'abord été diabolisée après le 7 octobre, car il semble que parmi ses personnels, 9 ont participé aux attaques terroristes. 9 sur 30 000. Son existence est remise en cause par 2 lois votées par la Knesset fin octobre, qui est 90 jours après, soit précisément dans 15 jours. Avec l'interdiction d'opérer sur l'ensemble du territoire israélien et l'interdiction pour les autorités militaires et civiles d'entretenir le moindre rapport avec l'agence. Il y a également d'autres dispositions fiscales qui impacteront ces ressources. Aujourd'hui, personne ne peut remplacer l'UNRWA, surtout alors que les besoins de la population n'ont jamais été aussi immenses, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, la santé, puisque l'agence gère plus de 600 centres de soins, l'éducation, scolarise un demi-million d'enfants et entretient aussi les infrastructures dans 58 camps de réfugiés. Il s'agit d'une vraie bouée de sauvetage pour les Gazaouis, bien sûr, et plus largement en Cisjordanie. Donc ce vote vient s'ajouter aux innombrables obstacles physiques et bureaucratiques qui ont été imposés par Israël pour limiter l'entrée de l'aide à Gaza. Ces lois, contraires au droit international et à la Convention de Genève, vont également à l'encontre des ordonnances émises par la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier. Donc, Monsieur le Ministre, la question qui nous a été posée en Palestine, quand une pression réelle et forte sera enfin exercée sur Israël, ou mieux des sanctions de la communauté internationale et donc de la France pour empêcher l'application de ces lois qui bafouent le droit international, les droits des réfugiés et qui pourraient entraîner un nombre de morts que je n'ose même pas imaginer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord, merci d'être allé sur place et d'avoir rencontré les responsables ou les personnels de l'UNRWA. Je partage en tout point votre diagnostic. Personne ne peut remplacer l'UNRWA. Pour les raisons que vous avez citées, c'est-à-dire qu'elle fournit des services essentiels aux populations à Gaza que d'autres organisations ne sont pas nécessairement capables de fournir. Mais d'autre part, et contrairement à ce qui a pu être dit parfois par les autorités israéliennes, parce que l'UNRWA sert aussi de plateforme pour les opérations et les activités des autres organisations non gouvernementales qui apportent des biens et des services absolument essentiels à la survie des populations sur place. Et c'est pourquoi la France n'a cessé de soutenir l'UNRWA
budgétairement et moralement, si je puis dire, en dépit des accusations qui lui étaient portées et qui ont atteint sa crédibilité au sein de la communauté internationale, où beaucoup de bailleurs se sont longuement interrogés sur l'opportunité de renouveler leur financement à cette agence indispensable. Ça n'est pas notre cas, puisque nous avons facilité la mission de Catherine Colonna, qui avait vocation, si je puis dire, à faire la lumière sur les manquements et à les résoudre, et qui a permis, je pense, de consolider la crédibilité de l'agence. Et nous l'avons fait budgétairement, puisque j'ai un chiffre légèrement plus élevé que le vôtre pour le soutien de la France en 2024, 41 millions d'euros, ce qui fait de la France l'un de ses principaux donateurs. Et puis lorsque je me suis rendu au Caire le 2 décembre 2024 pour participer à une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, j'ai annoncé une nouvelle contribution de 50 millions d'euros pour la population de Gaza en 2025, dont 20 millions d'euros pour l'UNRWA. Et donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement ? Eh bien, on proteste au niveau bilatéral. C'est-à-dire qu'on explique à nos interlocuteurs israéliens, et on fait appel pas seulement à, je dirais, à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire, je dirais, l'intégrité et le sentiment du devoir qui va avec le respect du droit international, mais on fait aussi appel à leur intelligence et on leur explique que non seulement c'est une violation du droit international que d'entraver le travail de l'UNRWA, mais qu'en plus c'est contraire aux intérêts d'Israël parce que ça crée une situation tellement catastrophique que c'est en quelque sorte une bombe à retardement. Donc on le fait au niveau bilatéral. Ensuite, on le fait dans les instances auxquelles nous participons, à commencer par l'Union européenne, où nous avons pu agréger les soutiens à l'UNRWA, et puis nous le faisons aussi aux Nations Unies, et lors de la semaine de haut niveau qui s'est tenue à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, on était évidemment présents lors de la conférence, ou en tout cas de la session initiée par la Jordanie en soutien à l'UNRWA, pour rappeler que sur le plan moral comme sur le plan budgétaire, nous continuerions d'être aux côtés de l'agence. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe démocrate, Monsieur Bruno Fuchs. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe GDR et Jean-Paul Lecoq pour avoir mis sur la table en débat public ce sujet d'une importance cruciale. Et en préambule, quand même, émettre une critique constructive, bien sûr, sur l'intitulé choisi par le groupe GDR, qui me semblait à contre-courant de ce que fait la France et de ce que l'on peut émettre en termes de qualification sur l'action de la France au Proche-Orient. C'est en tout cas une vision un tout petit peu provocatrice, en tout cas unilatérale, on va dire les choses comme ça. Notre diplomatie, notre pays s'honore, je crois, nécessaire de l'affirmer et de saluer le travail sans relâche de nos diplomates sur place au siège des Nations Unies, d'agir au quotidien pour justement le droit international et qu'il soit respecté à Gaza et au Liban et dans toute la région. J'en viens à présent à mes questions, Monsieur le Ministre. Pour parler du droit international, certes, l'ordre mondial est en train de changer très significativement avec un usage accru de la force qui a pour conséquence un affaiblissement, lui, justement, du respect du droit international. Et la France n'est pas en capacité seule, je crois que c'était dit à plusieurs reprises, de faire respecter ce droit international, mais elle fait beaucoup justement pour permettre à la communauté internationale et au pays de le faire respecter. Elle agit aussi beaucoup au plan diplomatique et au plan bilatéral. Et le ministre a rappelé ses engagements récents de la France depuis quelques mois, notamment au Liban. Aujourd'hui, grâce à l'action de la France et de ses partenaires du Quintet, le Liban dispose depuis le 9 janvier d'un président qui vient de nommer un Premier ministre. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, j'ai ma première question, pouvez-vous préciser en quoi cette étape institutionnelle majeure va-t-elle permettre de consolider le cessez-le-feu avec l'État d'Israël pour une période de 60 jours. La nouvelle administration américaine est-elle aussi désireuse que la sortante de voir le cessez-le-feu se poursuivre? De même, il semble que les négociations pour le cessez-le-feu à Gaza progressent de manière significative d'un point de vue des Qataris, mais aussi de l'administration américaine, laissant espérer une libération prochaine des otages retenus par le Hamas. Que pouvez-vous nous en dire, Monsieur le Ministre, ce soir? Est-il permis d'espérer qu'un cessez-le-feu à Gaza s'accompagne d'un retour de l'action humanitaire internationale rapide et d'une observation par toutes les parties des préceptes du droit international? Quelle
initiatives la France peut-elle prendre en plus de ce qu'elle a pris jusqu'à aujourd'hui? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre question et vos remarques sur le titre. Si toutefois ça m'était autorisé, moi je ne changerais qu'un mot dans le titre. Palestine-Liban, le rôle de la France face à l'effondrement du droit international. Pourquoi ? Oui, mais de toute façon, ce n'est pas ma prérogative ni ma capacité. Mais pourquoi c'est un point important ? Parce que la leçon que l'on tire, si l'on met de côté le cessez-le-feu au Liban et les succès qu'on a réussi à obtenir avec les États-Unis, on ne l'a pas fait tout seul. Mais de l'incapacité des institutions du droit international à le faire respecter au Proche-Orient depuis le 7 octobre. Eh bien, il faut en tirer un enseignement. Et quel est cet enseignement ? Eh bien, que de toute évidence, si l'on est intimement convaincu qu'un ordre international fondé sur le droit reste pertinent et nécessaire, eh bien qu'alors il faut renforcer le droit et renforcer les institutions qui en garantissent en principe le respect. Et donc, si on est vraiment de bonne foi convaincu de la pertinence encore aujourd'hui de ce droit international qui s'est bâti sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale qui avait déshonoré l'Europe, eh bien, on doit se mobiliser pour renforcer, réformer le droit de manière à le rendre plus efficace, plus applicable, plus contraignant. Et c'est pourquoi nous ne nous contentons pas de condamner, de dénoncer les violations du droit international humanitaire, mais nous militons aussi pour, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour y faire entrer 2 membres permanents pays africains, pour y faire entrer l'Inde et pour y faire entrer le Brésil, de manière à ce que les grands émergents et l'Afrique soient pleinement représentés dans cette instance pour lui donner plus de légitimité. C'est pourquoi nous nous mobilisons, nous militons pour une réforme de l'architecture financière internationale. Ça n'est pas tout à fait le droit international, mais c'est son corollaire. Et si les institutions financières internationales sont perçues par toute une partie de la planète comme ayant été conçues à leur désavantage, alors elles n'ont aucun intérêt en quelque sorte à respecter ou légitimer le droit international sur lequel ces institutions financières sont adossées. Et enfin, s'agissant du droit international humanitaire, le CICR, je l'évoquais dans mon propos introductif, constatant que les violations du droit international humanitaire sont trop fréquentes, qu'elles ne sont pas suivies de sanctions, que les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives, a lancé un chantier avec un certain nombre de pays, dont l'Afrique du Sud, dont le Kazakhstan et dont quelques autres, je crois le Brésil, auxquels nous participons, qui devrait livrer ses conclusions en 2026 et dont j'ai fait une priorité de mon action. Parce que si de bonne foi on veut éviter l'effondrement du droit international, alors on doit se donner les moyens de le renforcer. Ensuite, sur le cessez-le-feu au Liban, la présidentielle et la reconstruction, c'est une série de cliquets, si je puis dire. Il n'y aurait pas eu d'élection présidentielle sans le cessez-le-feu, et sans l'élection présidentielle, il n'y aurait eu que peu d'espoir d'une pérennisation du cessez-le-feu et d'une arrivée des fonds pour la reconstruction. Dans cette affaire-là, il fallait que chacun prenne sa part et que chacun fasse un effort. Il fallait que, évidemment, les amis du Liban, la France, bien sûr, puis les États-Unis se mobilisent. Il fallait que Israël fasse sa part, c'est-à-dire consente à une fois avoir accepté le principe du cessez-le-feu, commence à retirer ses troupes. Il fallait que les forces armées libanaises prennent un peu plus de risques que d'habitude en se réappropriant le sud de ce pays qu'elles avaient en réalité déserté au profit du Hezbollah. Et il fallait que le peuple libanais et surtout ses représentants politiques prennent aussi leur part dans cet effort collectif, surmontent leurs querelles internes et convergent sur la candidature ou sur une candidature, et c'est celle de Joseph Aoun. Et donc cette élection présidentielle, c'est une étape très importante parce que si elle n'était pas intervenue, tout pouvait s'arrêter
très rapidement. Les Israéliens, les Américains auraient pu finalement se détourner du Liban, aspirés par les questions liées à l'avenir de Gaza, par les questions liées à l'avenir de la Syrie, et les bailleurs régionaux en tout cas, les bailleurs golfiques auraient très certainement délaissé le Liban pour ces autres... Bon. Et puis s'agissant du cessez-le-feu à Gaza, nous espérons vivement qu'il intervienne au plus vite, et nous avons passé des messages à toutes les parties prenantes de la négociation, à laquelle nous ne participons pas directement, pour que nos 2 otages, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, soient bien intégrés dans cet accord pour qu'ils soient libérés dès qu'il aura été trouvé. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons à une seconde série de questions pour le groupe GDR. Monsieur Jean-Paul Lecoq, je vous invite à respecter le format de 2 minutes, aussi bien pour les questions que pour les réponses. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous ne m'avez pas convaincu, même en parlant du titre. En fait, moi, j'aurais bien rajouté la question du Sahara occidental, mais je me suis dit que ça aurait fait beaucoup pour montrer en quoi la France joue un rôle dans l'effondrement du droit international par son action dans le non-respect. Mais on n'a pas voulu le faire et on a dit on va rester sur la question de la Palestine, d'Israël et du Liban. Pour plein d'autres pays, on aurait réagi plus fortement vis-à-vis des dirigeants qui génèrent cette crise, ces crimes de guerre. On aurait gelé les avoirs dans notre pays de ces dirigeants, on aurait été plus loin que ce que vous faites, même si je ne critique pas ce que vous faites, mais par le non-respect du droit international et ses conséquences, enfin, il faut voir, et vous l'avez dit, vous le reconnaissez, des crimes sont en cours, ne sont pas arrêtés, et il n'y a pas d'acte fort d'un pays face aux dirigeants d'un autre pays qui crée ces actes pour lui dire stop. Et je pense qu'il faut que... c'est ça que nous critiquons. C'est pas le fait que vous meniez des actions, et c'est votre travail, et vous nous dites « je fais mon travail ». D'accord. On vous parle du respect du droit international. Est-ce qu'aujourd'hui, à Gaza, le droit international humanitaire est respecté? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on fait contre ceux qui font qu'il n'est pas respecté? La réponse est pas grand-chose. De manière forte, pour que ça s'arrête, ces crimes. Et c'est ça qui a généré cette interpellation du groupe GDR concernant le rôle de la France, parce qu'on attend de notre pays des actions fortes. Alors on comprend bien, c'est valable pour le Maroc, c'est valable pour Israël, amis de la France. Mais justement, si ce sont des amis, disons-leur stop, disons-leur cessez, disons-leur vous courez à votre perte à cause justement de votre attitude. Et poussons-les, obligeons-les, actionnons les leviers. Enfin, notre groupe pense que vous n'actionnez pas assez fortement ces leviers dans les différents cas qui feraient que respect du droit international, pour nous, c'est aussi le chemin vers la paix. Et que dès qu'on génère, et quand on voit Poutine, puis Netanyahou, puis Mohamed VI, et je termine sur Donald Trump qui veut le Groenland, etc., je me dis que le droit international s'effondre et que même si on n'y contribue pas, on ne fait rien pour que ça cesse. Et donc, c'est dommage. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, que fait la France face à l'effondrement du droit international? Je me doutais que vous alliez évoquer la question du Sahara occidental. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez fait référence à l'expression qui a été celle de la France au sujet du plan d'autonomie marocain. Je veux néanmoins préciser qu'à aucun moment la France a écarté l'idée que ce plan d'autonomie s'inscrit dans un processus qui est un processus onusien, qui est en quelque sorte soumis au droit international. Et c'est bien le chemin de ce plan d'autonomie. Il s'inscrit bien dans une perspective onusienne, et en attendant l'aboutissement de ce processus, il faut veiller au développement de ce territoire. C'est l'article 73 de la Charte des Nations Unies, et c'est aussi dans cet esprit-là que le président de la République a fait des déclarations lorsqu'il était sur place. Ensuite, sur Israël, on a pris des sanctions à titre national parce qu'une partie de nos leviers d'action sont européens.
on a pris des sanctions contre 28 colons extrémistes et violents. Et au niveau européen, je vous le disais, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé de fabriquer du consensus. On l'a fait une première fois en avril, une deuxième fois en juillet. On est en train de négocier un troisième paquet. C'est difficile au point que lors d'un des conseils des affaires étrangères récents, je suis allé jusqu'à moi-même lister et justifier les entités que nous pourrions sanctionner du fait de leur contribution à la colonisation en Cisjordanie, en violation du droit international, mais également dans un sens qui est contraire à l'intérêt à long terme d'Israël. Et je vous remercie de l'avoir dit dans vos propos, parce que non seulement Israël viole le droit international, mais Israël, en quelque sorte, joue contre ses propres intérêts, puisque on l'a vu par le passé. Et c'est heureux que la même erreur n'ait pas été reproduite au Liban, mais en 1982, lorsqu'Israël a voulu chasser l'OLP du Liban et s'y installer durablement et a bombardé massivement, que s'est-il passé? Eh bien, les destructions, ou sur les ruines ainsi provoquées, est né le Hezbollah, qui n'existait pas auparavant. Et donc lorsque Israël va trop loin, il crée les conditions de sa propre insécurité. C'est pourquoi nous l'appelons au respect du droit international, dans l'intérêt du droit international, mais aussi dans son propre intérêt. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe écologiste social, Madame Catherine Hervieux. Oui, Monsieur le Ministre, chers collègues, tout d'abord merci à Jean-Paul Lecoq et Elsa Fossillon pour permettre cet espace d'échange. Les accords de Sykes-Picot, la création de l'État d'Israël et tous les conflits qui ont suivi font partie des événements majeurs de l'histoire de la région. L'influence française parcourt une longue histoire au Moyen-Orient, notamment au Liban. Cette particularité crée une attente d'une partie des Libanais auprès de l'État français, qui aurait la responsabilité de soutenir une sortie de la crise politique, économique, sociale et mémorielle au Liban. Toutefois, notre président a nourri des espoirs inatteignables et irresponsables au Liban par des déclarations rêveuses, creusant encore plus la méfiance envers notre diplomatie et a fortiori notre pays. La France ne pouvait et n'allait pas sauver le Liban à elle toute seule. Récemment, le Hezbollah a perdu de son pouvoir au Liban et l'armée israélienne est toujours présente sur son territoire. La résolution 1559 du Conseil de sécurité avait initialement été par la France et les États-Unis demandant le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance politique du Liban, le retrait de toutes les forces étrangères de son sol et que toutes les milices libanaises soient dissoutes et désarmées. Alors, comment l'application de cette résolution pourra-t-elle être soutenue par la France d'une manière crédible pour l'intérêt des Libanais alors que le cessez-le-feu n'a pas été respecté ou ne l'est pas encore? Nous pensons également à nos soldats de la FINUL, tampons impuissants sur la ligne bleue. Enfin, comment la France pourra-t-elle entretenir la pérennité de son influence grâce à notre diplomatie dans la région? Et dernière question, comment assurez-vous le suivi des fonds au Liban alors que la corruption et le clientélisme sont malheureusement plus que prégnants dans le pays? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre question, parce que l'histoire nous a instruit que le diable se niche dans les détails. Et la crainte, évidemment, qui était la nôtre, lorsque nous avons proposé une formule de cessez-le-feu, lorsque nous y sommes allés, c'est de reproduire les erreurs de 2006 qui ont conduit le cessez-le-feu à l'époque à ne pas être respecté, en tout cas pas dans les termes qui avaient été agréés aux Nations Unies avec la résolution 1701 prise en 2006, mais qui cite la résolution 1559 que vous avez évoquée, si bien qu'on s'est retrouvé presque 20 ans plus tard dans la même situation. Pour cela, il fallait que mais je le dirais peut-être un peu différemment, prenne sa part dans l'effort et prenne sa part de risque aussi.
Et il fallait en particulier que les forces armées libanaises se décident résolument à se substituer aux forces israéliennes au sud du Liban et au désarmement du Hezbollah au sud de la rivière Litanie. Il fallait aussi que la FINUL puisse être un appui efficace des forces armées libanaises. Tout cela n'était pas observé avant le cessez-le-feu, mais depuis le cessez-le-feu, nous voyons un changement considérable. Et je veux simplement vous donner un exemple, ou plutôt un témoignage, celui des soldats français de la FINUL qui sont venus au Liban il y a 2 ans ou 3 ans en mission de 3 mois, qui à l'époque étaient effectivement baladés sur des trajets de patrouille sur lesquels ils ne trouvaient aucune cache d'armes, rien à signaler, parce qu'ils étaient emmenés sur des trajets de patrouille qui avaient été, si l'on peut dire, préparés à l'avance ou qui ne posaient pas de difficultés. Et ces mêmes soldats qui se trouvent aujourd'hui à patrouiller depuis le cessez-le-feu considèrent que leur mission a totalement changé, puisque désormais, ils font des vraies patrouilles sur des vraies routes, ils détectent des vraies caches d'armes et ils contribuent ainsi effectivement à désarmer le sud du Liban. Par ailleurs, le cessez-le-feu tient, il est fragile mais il tient, il produit des effets puisque, comme je disais tout à l'heure, le sud du Liban se désarme progressivement, les troupes israéliennes se retirent progressivement. L'objectif, sur la base des élections présidentielles de la semaine dernière, c'est qu'on puisse prolonger, si nécessaire, la trêve, mais l'objectif aujourd'hui que nous affichons et que nous croyons possible d'atteindre, c'est que d'ici la fin des 60 jours que nous nous étions donnés au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tous les objectifs soient atteints, et en particulier le retrait des troupes israéliennes. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe démocrate, Monsieur Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous savez que je suis rapporteur de ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, la diplomatie d'influence. Je prétends que ce rôle de ce que moi j'appelle la diplomatie des sociétés civiles va prendre un rôle déterminant au XXIe siècle. C'est d'ailleurs là que nous sommes attaqués aujourd'hui. Nous sommes très présents dans la région depuis très longtemps. Dans l'éducation, je rappelle le plan des écoles françaises. Nous avons une école française. Je vous rappelle, chers collègues, que l'école française de Jérusalem est une école associative tenue par des familles palestiniennes qui embauchent des franco-israéliens comme professeurs. Nous sommes dans le mémoriel, nous sommes dans l'économie, nous sommes très présents dans la science. Nous sommes le seul pays à avoir un centre scientifique palestinien à Jérusalem, avoir un centre scientifique palestinien et un centre scientifique avec les Israéliens. Quel rôle vous voyez dans tout ce qui est en train de se passer? Vous connaissez mes marottes, vous savez ce que je pense de ce niveau-là, et également en Syrie. Comment vous voyez les mois qui viennent et les années qui viennent sur cette action de la France qui est à mon avis fondamentale dans les années qui viennent, et qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'elle revienne au centre du jeu, en particulier puisque c'est là aussi où nous sommes attaqués. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député, et merci pour vos travaux, y compris votre rapport budgétaire récent sur cette diplomatie d'influence, y compris dans les zones de conflit et de guerre, qui était un travail très éclairant et très utile. Vous évoquez les écoles françaises en Israël et Palestine. On pourrait parler des lycées français au Liban, qui ont été pour certains, dans le sud du pays, durement éprouvés par l'escalade militaire de la fin de l'été et du début de l'automne. On pourrait parler aussi, d'ailleurs c'est vous qui le premier m'en aviez parlé, de l'IFPO en Syrie, à Damas, qui même s'il était fermé au public, a été entretenu toutes ces années par les personnels qui étaient restés sur place, malgré, si je puis dire, la situation, ce qui nous a permis de conserver un certain nombre de liens. Et au moment où la Syrie se redresse et où un nouvel espoir se lève, eh bien, d'être immédiatement
prête à repartir avec le peuple syrien sur des nouvelles bases. Et donc, au-delà du rôle de nos écoles, de nos lycées, dans le service apporté à nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, du rayonnement de la langue française, dans cette région qui n'est pas encore stabilisée malgré tous nos efforts, qui le sera, on le souhaite, à terme, eh bien, elle permet de créer une permanence dans notre présence auprès des peuples qui sont les principales victimes de ces guerres. Et elle nous permet ainsi de faire passer le message du droit international, mais pas seulement par les communiqués de presse des Nations Unies ou du Quai d'Orsay, mais par une manière très différente et sans doute beaucoup plus convaincante pour les populations civiles concernées, c'est-à-dire grâce à la présence sur place, à l'attitude, au style et aux messages qui sont passés par les personnels de nos écoles, de nos centres culturels, de nos instituts de recherche vis-à-vis des populations sur place. Et donc je crois que de ce point de vue-là, elle joue un rôle très important. Dans la Syrie qui se reconstruit aujourd'hui, nous avons des partenaires que nous n'aurions pas si nous ne disposions pas de ces outils de la diplomatie d'influence et de la diplomatie des sociétés civiles, comme vous l'évoquez. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie pour votre participation à ce débat qui est clos. Prochaine séance demain à 14h, questions au gouvernement. Puis à 15h, débat sur le thème « Un an après la crise agricole, quel bilan pour nos agriculteurs ?» Puis débat sur le thème « Après l'élection de Donald Trump, concrétiser la souveraineté européenne ». La séance est levée.